Mesdames et messieurs, bonsoir. La croissance chez l'enfant est appréciée par les critères de développement physique et psychomoteur. Ce dernier facteur continue de faire objet de diagnostics tardifs dans le monde et notamment en Afrique. Avoir un accès à un ensemble de connaissances fondamentales et d'outils diagnostiques permettant un dépistage précoce des troubles psychomoteurs, c'est ce à quoi nous allons nous atteler au cours de ce numéro de Santé Plus qui reçoit pour vous le docteur Marcos Doussor. Il est pédiatre. Docteur Doussor, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Madame la journaliste, bonsoir chers téléspectateurs. C'est un plaisir de partager avec vous ce moment d'émission. Tout de suite, chers téléspectateurs, l'entretien. Alors, docteur Doussor, nous allons démarrer par une clarification de quelques concepts qui va nous permettre d'appréhender la thématique du jour. D'entrée de jeu, que comprendre par un retard psychomoteur? Merci beaucoup pour la question. Alors, dans le mot retard psychomoteur, dans ce concept retard psychomoteur, vous allez voir qu'il y a le mot psychomoteur. Alors, donc, psycho pour faire lien au psychisme, donc aux facultés mentales, et moteur pour faire le lien par rapport à la motricité. Alors, qu'est-ce que nous mettons dans la motricité? C'est déjà la posture, donc la capacité pour un être de se tenir debout, couché, de marcher, de courir, mais c'est également la possibilité de faire des gestes, donc d'exécuter et de coordonner des mouvements. Et je pense que vous et moi, nous n'avons pas encore vu un enfant qui à la naissance court, marche, parle et tout. Donc, dans le développement psychomoteur, il y a des étapes que, à la naissance, un être humain doit suivre. Et ça se passe habituellement dans les 2 premières années, c'est-à-dire la plus grande partie de ce développement a lieu dans les 2 premières années de vie. Donc, à travers ces étapes, l'enfant va apprendre maintenant à marcher, à parler, voyez, donc à s'asseoir et tout le reste. Donc, c'est l'évolution là qui doit suivre des normes selon l'âge qui est mis dans le développement psychomoteur, de sorte que lorsqu'on s'attend à ce que une aptitude soit acquise à un âge donné, par exemple un enfant de 3 mois qui doit commencer à sourire, qui ne sourit pas par exemple, on dira qu'il a un retard par rapport à son âge. Donc c'est un peu ça. Quel est le lien entre développement psychomoteur et handicap intellectuel? Alors, l'handicap intellectuel est une forme de retard de développement psychomoteur. Parce que quand on dit un handicap, ça veut dire quoi? Qu'on s'attend à ce que la personne puisse faire ce que quelqu'un de son âge, ce que la norme recommande et n'arrive pas à le faire. Donc, ce n'est que la traduction en fait d'un retard psychomoteur, mais qui porte beaucoup plus sur le psychisme, sur l'intelligence, donc sur sa capacité à s'adapter à des situations nouvelles, ou bien sur sa capacité à résoudre des problèmes qu'il est censé résoudre normalement à son âge. Comment reconnaît-on les retards? Alors, avant de répondre à cette question, il importe de partager avec nos téléspectateurs quelques repères que nous utilisons en pédiatrie. Alors, pour mieux apprécier ces repères, nous avons essentiellement 4 paramètres. Nous avons le tonus. Donc, le tonus, on veut voir déjà à quel âge l'enfant tient la tête. Parce qu'un bébé qui naît, la tête, ça balance dans tous les sens. Donc, à 3 mois, par exemple, il doit tenir la tête. On veut voir à quel âge il s'assoit. Donc, à 6 mois, il s'assoit. On s'attend à ce qu'à 10 mois, par exemple, qu'il puisse se mettre debout et qu'autour de 1 an, 15 mois de vie, qu'il puisse commencer à marcher. Et que déjà autour de 2 ans, qu'il court dans tous les sens et comme cela se doit. Mais quand nous prenons par exemple l'exécution des mouvements, lorsque vous avez un enfant qui a déjà 4 mois, 6 mois, il est capable de se retourner sur le lit. Donc il peut tomber du lit par exemple, parce qu'il a cette capacité. Et lorsque vous prenez un enfant qui a 1 an, il est capable déjà de tenir un objet entre ses 2 doigts là. Voyez. Donc,
c'est pour donner des exemples par rapport à l'exécution, par rapport à la coordination de mouvements. Vous prenez un enfant qui a autour de 2 ans, 3 ans, il peut déjà commencer à s'habiller ou bien tout au moins enlever ses boutons. Est-ce à dire, docteur, que lorsque l'enfant n'arrive pas à faire tout ce que vous venez de décrire, il a un problème au niveau d'office de son psychique? Là, nous ne parlons pas encore du psychisme. Les 2 éléments que je viens de donner ont rapport avec la motricité. Puisque dans le mot psychomoteur, il y a la motricité, il y a le psychisme. Alors, pour vous donner des exemples par rapport au psychisme, par exemple, je prends l'exemple du sourire. Un enfant, déjà à la naissance, même le premier jour, il peut faire le sourire aux anges. Même dans son sommeil, il sourit. Mais déjà à partir de 3 mois, 4 mois, quand vous lui souriez, vous avez une souris, vous avez le sourire réponse. C'est-à-dire, il répond à votre sourire, par exemple. Et lorsque vous avez un enfant de 9 mois, il peut déjà commencer à faire des bravos, à faire des au revoir. OK? Et déjà autour de 1 an, c'est-à-dire de 2 ans, par exemple, il peut jouer avec son entourage. Donc, quand vous avez des enfants qui, en les évaluant, parce que apprécier le développement psychomoteur d'un enfant, c'est évaluer tous ces éléments dont je viens de parler. Donc, quand dans l'évaluation, vous voyez qu'il y a un retard par rapport aux normes, par rapport à la moyenne, là, le diagnostic, ça doit inquiéter. Et il faut maintenant mener les démarches pour voir à quoi ces retards sont dus. Puisque la finalité, c'est quoi? Ça va impacter sur l'autonomie de l'enfant et ça va impacter sur sa sociabilisation. Et c'est ça la question suivante. Quelles sont les causes du retard psychomoteur? Alors, cette question, merci beaucoup pour cette question, parce que là, nous touchons vraiment le nœud de la question. Et les causes sont nombreuses. Et avant d'en venir aux causes, je voudrais d'abord dire qu'il faut voir les causes. C'est-à-dire, avant d'en venir aux causes proprement dit, je voudrais dire qu'il faut voir les niveaux où se situent les causes. Déjà, c'est 2 grands niveaux. On peut avoir des causes de retard de développement psychomoteur génétique, c'est-à-dire inné. Quand vous voyez par exemple une maladie. Vous voulez parler des facteurs de risque? Pas des facteurs de risque, déjà des causes. Parce que quand on voit un enfant qui est né avec la trisomie 21, par exemple, qui est une maladie qu'on appelle le mongolisme, il y a plusieurs noms qui sont donnés à ça. Donc, il naît déjà avec une probabilité vraiment d'avoir un retard psychomoteur. Maintenant, il y a des causes qui sont acquises. Et ces causes qui sont acquises, il faut les voir à plusieurs niveaux. Il y a des causes qui dépendent déjà même de la maman, de la mère, qui a porté la grossesse de l'enfant, donc de l'état de santé de la mère. Ensuite, il faut voir, il y a des causes qui surviennent pendant la grossesse même. Et ensuite, il y a des causes, beaucoup de causes d'ailleurs qu'on a pendant la période autour de l'accouchement, c'est-à-dire 1 semaine avant l'accouchement jusqu'à 1 semaine après l'accouchement. C'est ce que nous appelons la période périnatale. Maintenant, il y a des causes qu'on va retrouver maintenant après l'accouchement. Donc, il m'importe vraiment de parler de là où on a la fréquence des causes. Les causes les plus fréquentes, ça se déroule pendant la grossesse et autour de l'accouchement. Alors, quelles sont ces causes-là? Ces causes, par exemple, quand vous voyez pendant la grossesse, ce n'est pas pour rien qu'on demande aux mères de faire un bilan prénatal pour déjà rechercher des maladies comme la toxoplasmose, qui est une maladie parasitaire, c'est-à-dire c'est un parasite qu'on retrouve souvent dans la viande mal cuite, par exemple. Et lorsque la maman souffre de cette maladie, elle a déjà de bonnes défenses sur le plan de l'immunité, elle n'a rien. Mais ce parasite va créer des dommages au niveau du cerveau de l'enfant. Donc, vous voyez, ce qui fait qu'à la naissance, cet enfant aura déjà un cerveau qui est abîmé pour rester terre à terre. Or, vous savez, c'est le cerveau qui commande en fait la motricité. Nos mouvements sont commandés par le cerveau et c'est le cerveau qui est également le support magnétique de nos émotions, de nos facultés supérieures, de nos facultés mentales et tout. Donc, vous voyez, maintenant, ce qui va se passer au niveau, ça c'est un exemple pendant la grossesse, pour vous donner également un exemple de cause pendant l'accouchement. Vous voyez un enfant qui naît, qui ne crie pas, parce que le travail d'accouchement a duré. Il faut le réanimer rapidement. S'il ne crie pas, c'est qu'il n'a pas pris de souffle. Donc le cerveau, pendant ce temps, va manquer d'oxygène. Et lorsque le cerveau manque d'oxygène, ne serait-ce que pour 15 à 20 minutes, ça suffit déjà pour qu'il y ait des lésions irréversibles. Et donc,
après, on va voir que cet enfant aura des difficultés vraiment pour acquérir ce qu'il faut au moment où il faut. Donc, quand on va l'évaluer par rapport à son développement psychomoteur, on va trouver des causes. Maintenant, il y a également des causes, comme la prématurité, comme les enfants qui ont un petit poids de naissance, mais c'est parce qu'ils ont des difficultés à s'adapter. C'est-à-dire le fait de quitter le milieu aquatique, puisque le fait de rester dans le ventre de sa maman, ils étaient dans l'eau. Donc le fait de quitter l'eau pour le milieu ambiant. Le liquide amniotique, plus précisément. Voilà, exactement. Pour le milieu ambiant, ils ont du mal à s'adapter. Donc la respiration ne prend pas vide. Et il y a également un manque d'oxygène. Et donc ce qui va être également la même chose qu'un enfant qui n'a pas crié à la naissance. Donc voilà quelques causes, par exemple, les plus fréquentes, les situations qui nous conduisent souvent au retard de développement psychomoteur. Quelle est l'importance, docteur, du diagnostic précoce du retard psychique ou moteur chez l'enfant? C'est très important de faire le diagnostic précocement parce que dans la plupart des affections, le dépistage ou le diagnostic précoce permet de prendre en charge la maladie plus tôt. Parce que toute maladie qui n'est pas prise en charge plus tôt a des complications ou bien évolue. Donc la prise en charge devient plus compliquée. Et ici, vous savez, nous parlons du cerveau. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va impacter sur l'autonomie et sur la sociabilisation de l'enfant. Donc, vous voyez même déjà, de point de vue éthique, de point de vue fonctionnel, un enfant qui aura du mal à faire des apprentissages, donc il aura déjà du mal à s'instruire, il aura du mal vraiment à rendre service, il aura du mal à s'intégrer. Donc, vous voyez, c'est très important de faire le diagnostic très précocement pour pouvoir prendre en charge très tôt. Parce que lorsque c'est pris en charge très tôt, il y a une probabilité. Une probabilité, pas une certitude. Il n'y a pas de certitude. Et cela dépend bien évidemment de la gravité du retard. Non, ici en fait, nous ne parlons pas, quand nous parlons du diagnostic précoce, nous faisons allusion à la cause. Parce que si la cause nécessite que l'enfant soit pris en charge très tôt et qu'il n'est pas pris en charge très tôt et que la maladie évolue, ça peut le condamner pour la vie. C'est pour ça qu'il faut faire le diagnostic très tôt, mais pas le diagnostic du retard, mais le diagnostic de la cause qui va conduire après au retard. Parce que le diagnostic du retard, ça va se constater. Et ce diagnostic précoce remonte au suivi de la grossesse. Naturellement. Ce diagnostic dont nous parlons, en fait, c'est-à-dire ça sous-entend en fait un diagnostic. En fait, nous ne sommes pas encore là dans le diagnostic du retard. Mais là où ça sous-entend, c'est qu'il faut diagnostiquer le problème qui va conduire au retard précocement et le prendre en charge très tôt pour ne pas être obligé maintenant de constater un retard vraiment de façon tardive. Et tout à l'heure, je vous ai donné les enfants qui sont c'est-à-dire à risque de retard. Donc, ces risques-là doivent être pris en charge vraiment très tôt. Alors, docteur, quels sont les principaux troubles de développement psychomoteur? Alors, les troubles de développement psychomoteur, il faut les voir à plusieurs niveaux. Il y a les troubles de la motricité. Donc, ça, j'ai commencé à en parler déjà. On voit que l'enfant a du retard à marcher, notamment le retard à la marche. Ça s'évalue à peu près autour de 18 mois. Donc, si un parent a un enfant qui a 18 mois ne marche pas, il faut déjà qu'il s'en inquiète. Mais est-ce qu'il n'y a pas des critères qui puissent alarmer les parents? Déjà à 6 à 18 mois, l'enfant doit marcher. Et déjà à 6 mois ou 8 mois, l'enfant ne rampe pas déjà. Là, je suis d'accord avec vous que déjà, à partir de 3 mois, il faut voir s'il tient déjà la tête. Ça, c'est souvent le premier signe au niveau de la motricité. Un enfant de 3 mois ou 4 mois tout au plus doit déjà commencer à tenir la tête. Habituellement, les enfants s'asseyent autour de 6 mois, mais à 9 mois déjà, s'ils ne s'assoient pas, c'est déjà un signe de retard. Et à 18 mois, s'ils ne marchent pas, là également, c'est un signe de retard par rapport à la motricité. Mais par rapport au langage, la parole commence déjà autour de 9 mois. C'est-à-dire le langage, je vais dire, déjà autour de 9 mois. Mais à partir de 1 an déjà, un enfant peut commencer à quand même émettre quelques mots, à dire papa, maman, ou bien à dire papa, c'est-à-dire les syllabes tout au moins. Mais au moment où il a autour de 2 ans, 3 ans, il doit déjà avoir le langage, il doit commencer à parler.
Ouais. Donc déjà, voilà des signes qui orientent par rapport au retard de langage. Maintenant, au niveau de la sociabilisation, quand vous voyez des enfants qui sont toujours dans leur coin, qui ne s'intéressent pas, c'est-à-dire ne répondent pas aux stimulus. Un enfant déjà parlé de 6 mois, quand vous jouez avec lui, il joue avec vous aussi. Il sourit, il gigote, il balance les pieds, puis on voit. Quand on n'a pas ces symptômes-là, déjà, ça doit déjà faire orienter. Ouais, un peu. Et puis, il y a également des enfants qui sont dans leur coin, qui font des mouvements stéréotypés. L'enfant, il est là, les autres enfants jouent, lui ne joue pas, il est dans son coin à faire le même mouvement. C'est-à-dire sans varier de mouvement. Voilà déjà des signes qui montrent qu'il ne se sociabilise pas. Et puis, vous voyez donc, qui attire l'attention. Et déjà, il vaut mieux consulter par excès. Parce que les signes ne sont que des signes. Quand vous avez un signe, il faut maintenant aller chercher d'autres signes pour voir maintenant quelle est la cause. Et prendre en charge la cause. Donc, du moment où l'alerte est donnée, du moment où il faut faire les investigations, et du moment où il faut prendre en charge l'enfant, il y a un délai. Et ça rejoint votre préoccupation tout à l'heure, qu'il faut vraiment que le diagnostic soit vraiment précoce. Docteur, nous allons marquer une courte pause. Nous irons à la régie pour suivre ce témoignage, l'histoire d'Habib qui va nous édifier au cours de cette émission. Habib, en classe de 6e, n'est pas un enfant comme les autres. Aîné d'une fratrie de 3 enfants, Habib est un handicapé moteur. Issu d'une grossesse sans complications et bien suivie, Habib ne poussa pas le premier cri au sorti des entrailles de sa mère et ne manifesta signe de vie qu'après une bonne séance de réanimation. Transféré au CNHU de Cotonou pour des soins plus intenses, il y passa 2 semaines avant que les parents n'eussent le quitus de retour à la maison. Les parents de Habib pensaient avoir évité très tôt le pire. Hélas. Une fois à la maison, au bout de 2 mois et demi, j'ai un collègue à moi qui est venu, qui a remarqué en fait qu'il n'avait pas la sensibilité au niveau de ses membres inférieurs. Donc, ce qui nous a envoyé vers encore des consultations au CNHU. Donc de là, on a commencé par faire les traitements, les rééducations sur rééducation. On nous a demandé le scanner et autres. Donc, tout le temps, on fait des rééducations. Des rééducations qui ont permis à Habib de voir son état de santé s'améliorer. Mais il aura subi une intervention chirurgicale qui lui facilite au mieux la marche. Et une fois après l'IRM, ils l'ont programmé pour une intervention. En fait, on avait dit qu'il y avait les vertèbres qui étaient entassées. Donc il fallait lever la compression. Donc, ce qu'il a subi cette intervention au CHD de Porto Novo. Donc après ça, on a recommencé les rééducations. Ça a pris un peu. Mais là, bon, il a grandi comme ça évolue. Il marche en gambada, mais on fait avec quand même. Le retard psychique chez Habib se remarque par un déficit au niveau du langage. Non. Déficit également au niveau des fonctions intellectuelles comme la résolution de problèmes, le jugement, l'apprentissage scolaire et l'apprentissage par l'expérience. Donc, sur le plan psychologique, il ne réagit pas activement comme les autres. Il a un retard. Par exemple, si dans un groupe vous posez une question, la réactivité que les autres ont à répondre à cette question, lui, il ne l'a pas. Il revient sur explication avant qu'il ne se retrouve. Parfois, il ne comprend pas du tout. Et c'est quand tu mets d'autres expériences à côté de l'autre qui se dit « Ah oui, je ne savais pas ». Habib devra aussi suivre un régime alimentaire très suivi pour son bien-être. Les jeux auraient beaucoup aidé Habib, qui est quelqu'un de très fort face aux discriminations de la société. Déjà, à bas d'âge, on nous a demandé de lui donner beaucoup de jeux pour qu'il manie au moins ses membres et autres, pour que ça fasse un pic sur son intellectuel. À bas âge, il n'aimait pas prendre du poisson. Donc, on l'amenait tout le temps à aimer les poissons. On disait, il y a de la vitamine dans ça. Quand tu prends ça, tu vas bien grandir. Lui-même,
Je dis qu'il le vit bien. Il ne se soucie pas des gens qui le regardent. Il ne se soucie pas de ce que les gens disent en fait. Mais nous, parents, il faut dire que moi, ça m'est difficile. La médecine moderne ne promet pas grand-chose aux parents de Habib, qui gardent toujours espoir de voir leur enfant agir, étudier et marcher comme tous les autres enfants normaux. Aujourd'hui, j'ai toujours espoir que ça va se corriger. Surtout qu'on n'a pas baissé les bras. On continue de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu'il aille mieux. Docteur, vous venez de suivre le témoignage d'Habib. Vos impressions? Alors bon, mes impressions sont mitigées parce que en tant que pédiatre, c'est vraiment le niveau auquel on ne souhaiterait pas avoir un retard de développement psychomoteur. Vous avez vu qu'il y a plusieurs facultés qui ont été atteintes, mais on remercie le bon Dieu, comme on le dit, qu'au moins cet enfant marche, parce que ce n'est pas tous les enfants qui, dans son contexte, arrivent à marcher. Vous avez vu la difficulté et le poids psychologique que ça représente pour les parents qui gardent toujours espoir. Alors, donc, voilà déjà mes impressions. Docteur, qu'est-ce qui peut expliquer dans ce cas précis, ce retard de diagnostic? Parce qu'ils sont restés à l'hôpital pendant 2 semaines. L'enfant n'a pas poussé les premiers cris d'un bébé normal. Nous n'avons pas tous les éléments du dossier, nous n'avons là qu'un témoignage. Mais ce qu'on souhaiterait, c'est que nous, déjà en tant qu'agents de santé, et vous, en tant qu'homme de médias, et tout le monde, vraiment, nous comprenons que le retard de développement psychomoteur est une question qui nous interpelle tous. Et donc, pour ça, il faut que les grossesses soient très bien suivies et il faut que les accouchements se fassent dans des conditions comme ça se doit, qui est vraiment le matériel pour assister l'enfant. C'est déjà la prévention. Oui, le matériel pour assister l'enfant au cas où il ne pourra pas réagir. Et lorsqu'on voit qu'un enfant est à risque, qu'on sensibilise les parents et que si on n'a pas la compétence qu'il faut, vraiment qu'on oriente vers un médecin peut-être qui est plus outillé et surtout que nous continuons à sensibiliser les parents pour que dès le moindre signe, les signes que je viens de citer, dès le moindre signe, qu'on puisse consulter le plus tôt possible pour que la prise en charge se fasse dans les conditions adéquates. En parlant de prise en charge, y a-t-il une politique au niveau étatique par rapport à ces genres d'enfants? À ma connaissance, il n'y a pas une politique au niveau étatique, mais il faut dire que l'État, de par ses programmes au niveau du ministère de la Famille, du ministère de la Santé, appuie quand même des ONG. Il y a des organismes internationaux qui également s'en occupent. Il y a des centres qui existent pour les cas vraiment critiques. Mais nous ne voudrons pas aussi, je ne souhaite pas aussi que les téléspectateurs aient l'impression que quand on parle de retard psychomoteur, que ça ne concerne vraiment que ces cas. Le simple fait pour un enfant d'avoir un retard de langage est déjà un retard psychomoteur. Le simple fait pour un enfant de ne pas bien travailler en classe, donc d'avoir des troubles de l'apprentissage, est également un retard psychomoteur. Et je profite de l'occasion à ce niveau pour interpeller également les parents pour dire que le retard psychomoteur ne se vient pas seulement que dans un contexte d'atteinte du cerveau. Il y a également les interactions sociales. Donc, lorsque on voit des mères qui n'ont pas le temps vraiment de s'occuper de leurs enfants et qu'il y a également des domestiques qui restent avec les enfants mais qui sont occupés par les travaux de ce point où il n'y a pas d'interaction. Lorsqu'on voit les enfants qui sont tout le temps devant les écrans, vous voyez, lorsque on voit par exemple des enfants que des mamans se protègent, donc qui ne permettent pas à l'enfant de faire des apprentissages, de jouer au sol, vous voyez, de jouer par exemple, tout ça peut faire qu'on a des retards qui, et heureusement, sont faciles à gérer. Donc ce cas par exemple, c'est déjà un cas un peu plus complexe, un peu plus difficile à prendre en charge et qui nécessite vraiment une équipe multidisciplinaire, qui nécessite vraiment des moyens, qu'il y ait des orthophonistes, qu'il y ait des chirurgiens, des pédiatres, qu'il y ait des rééducateurs. Mais les retards les plus simples, il ne faut pas qu'on les perde de vue et qu'on invite vraiment les parents à faire l'essentiel, mais surtout pas protéger les enfants et surtout attention aux écrans. Qu'avez-vous à dire par rapport au traitement après un diagnostic?
Le traitement va prendre en compte la cause. Donc, déjà, quand on constate que son enfant a un retard, tout à l'heure, dans l'élément que nous avons suivi, on a insisté sur l'alimentation. Voilà, j'allais poser la Donc, question. Quelle est la place de l'alimentation et du jeu dans le traitement? Oui, l'alimentation, c'est important déjà pour prévenir, pour prendre en charge. Rapidement, très rapidement, docteur, qu'est-ce qu'il faut manger? Le principe déjà de base, c'est d'avoir une alimentation équilibrée. Ce n'est pas de manger un repas au profit de l'autre. Mais dans l'alimentation équilibrée, pour que le cerveau se développe bien, on a besoin que l'enfant prenne du poisson gras, par exemple. Et qu'il prenne, par exemple, de l'arachide, les oléagineux. L'avocat, par exemple, comporte des éléments qui sont vraiment nutritifs pour le cerveau de l'enfant. En matière de jeu, Madame Apiti l'a dit dans le témoignage, quelle est la place du jeu dans le traitement? En matière du jeu, c'est très important parce qu'on a dit il y a le cerveau, mais il y a les occasions pour apprendre. Donc, il ne faut pas attendre seulement le 25 décembre pour acheter des jouets aux enfants. Et il faut également permettre aux enfants de jouer, donc de leur offrir l'espace et le temps nécessaire pour jouer. Donc voilà les éléments. Merci, docteur, pour toutes ces précisions. Nous sommes à la fin de ce numéro de Santé Plus. À l'instant, nous recevions pour vous, chers téléspectateurs, le docteur Marcos Doussor. Il est pédiatre. Il nous a entretenu sur le retard psychomoteur chez les enfants. Chers téléspectateurs, merci pour l'attention. À très vite.